Jean d'Ormesson, bonjour, bonne année. Bonjour, 2000 bonne année à vous. 2016, année Jean d'Ormesson. Vous revenez avec un livre qui fera du bruit parce que vous mettez en scène un personnage très populaire. C'est vous-même. Mon Dieu, je crois que ma mère est morte en me laissant trois principes, trois préceptes. Le premier, c'était ne te fais pas remarquer. Hein. Le deuxième, c'était ne parle pas de toi. Et le troisième, c'était toute lettre mérite réponse. Ce qui devient très difficile maintenant parce que je reçois évidemment beaucoup de lettres. Là, vous êtes très loin du deuxième principe. C'est la première fois peut-être que vous parlez de vous vraiment, sans trop de masques. La vérité est assez crue. Peut-être j'ai tort. Hein. Peut-être j'ai tort, peut-être il vaut mieux rester un peu caché. Vous savez, j'avais une formule. Si vous aimez le foie gras, inutile de connaître loi. Ouais. Eh bien, ce livre, vous met en face de loi. Vos émois sensuels, vos fautes, les noms, vous donnez les noms des personnes qui ont côté, des femmes, les erreurs, les regrets. Alors, c'est toujours avec élégance et retenue, mais on y est. Vous savez ce que c'est peut-être ce livre? C'est une sorte d'exercice d'admiration. Il y a un sentiment qui est un peu ringard, comme moi-même d'ailleurs, c'est l'admiration. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il faut tout prendre ironiquement, au deuxième degré. Et j'aime bien jouer ce jeu-là. Mais au fond, une de mes caractéristiques, c'est l'admiration. Je dois beaucoup à beaucoup de gens. Alors, vous admirez vos maîtres. Il y a des très belles pages sur les hommes qui ont compté pour vous. Vous admirez votre femme. Votre femme apparaît sous son vrai nom, ce qui n'était pas souvent le cas dans les romans, etc. Mais il y a aussi ce qu'il y a sous l'admiration, sous la politesse, beaucoup de sauvagerie dans le monde. Vos fautes, fautes par exemple à l'égard d'une femme, une cousine, Charité, avec laquelle vous vous êtes mal conduit. C'était un grand moment de votre vie. Alors, je vais vous dire, il y a des points de ce livre dont j'ai parlé par écrit Hein. et dont j'ai beaucoup de mal à parler oralement. Hein. Je crois que commenter ces points-là, c'est très difficile pour moi. Il y a deux Jean d'Ormesson dans le livre. Il y a moi et moi, Oui. vous et vous, vous et votre surmoi. Qui vous juge? Voilà. On peut dire que ce livre est un procès. Hein. Au fond, c'est un peu un procès théâtral. Et ce procès est aussi une confession. Et enfin, cette confession et ce procès sont aussi une sorte de cure de psychanalyse. Et alors, c'est un dialogue entre deux personnes, moi évidemment, et mon surmoi, ce que les psychanalystes appellent le surmoi, c'est-à-dire, si vous voulez, pour aller très vite, la conscience, l'âme, ce qui est meilleur dans le personnage. Et votre surmoi vous juge cynique, mondain, superficiel, Oui. beau parleur, Oui. et quoi d'autre? Lâche, Ouais. traître, Ouais. menteur. Et tout ça, je le suis, évidemment. On ne peut pas dire que je me flatte beaucoup dans le livre. Vous savez, peut-être qu'en partie, le livre est sorti. Le livre s'est vraiment imposé à moi. Mais il est peut-être sorti de la lecture de certains articles. Beaucoup d'articles ont été très élogieux sur mes livres passés, mais quelquefois, il y a eu des articles désagréables ou franchement hostiles. Et je me disais toujours, mais on pourrait faire beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus dur pour moi-même. Vous vous assassinez vous-même. Oui, pour que les autres ne m'assassinent pas trop, naturellement. Ah. Mais en plus, je crois que c'est assez équitable. C'est vrai que j'ai eu une jeunesse un peu superficielle, peut-être un peu mondaine. On m'accuse encore d'être mondain. Alors ça, c'est très exagéré et je ne sors pratiquement plus du tout. Vous savez comment est le téléspectateur, le lecteur. On est tous pareils, on traque les passages sexuels, sensuels, Oui, les révélations. Je lis dans le livre. Vous vous en moquez dans le livre, oui. Surtout quand le livre n'est pas bon, Ouais. on cherche évidemment de quoi s'amuser un peu. Alors, c'est avec retenue, mais il y a des choses. Alors, par exemple, on n'est pas dans la fessée de Rousseau, mais vous décrivez la première fessée de votre nounou, je crois qu'elle s'appelle Lala, Oui. Fräulein. Elle s'appelait
Fräulein Heller. Ah. Et vous savez, naturellement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai connu pendant 8 ans, mais j'étais tout petit. Et c'est un souvenir merveilleux, comme Rousseau avec les dames qui l'entouraient. Et je l'appelais Lala. Et vous savez, je me suis beaucoup demandé ce qu'elle était devenue 10 ans ou 20 ans après, 20 ans après, en 1945, lors de l'effondrement de l'Allemagne. Ça, ce sont vos années à Munich. Votre père est diplomate. Il y a plusieurs années en Allemagne. D'ailleurs, votre langue maternelle, pour ainsi dire, est l'allemand. Hein. Ça paraît étonnant. Wir können Deutsch sprechen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Vous êtes très suisse. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Vous aimez la Suisse. Vous connaissez la Suisse alémanique comme la Suisse romande. Écoutez, j'aime beaucoup la Suisse. Vous savez, à vrai dire, j'aurais beaucoup aimé m'installer en Suisse. Mais je ne peux pas. Naturellement. On dira c'est fiscal. Tout le monde croira que c'est pour de l'argent. Mais vous voyez, c'est du gendarme sans pur sucre. J'essayais de vous amener du côté crapoteux des journalistes, la fessée de Lala, et vous partez dans d'autres considérations. Elle vous fessait côté poil quand c'était une faute grave. Hein. Ah oui, je me rappelle. Elle était très très sévère. Je l'adorais parce qu'elle était sévère. Je m'en souviens. Elle me paraissait très belle. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était très belle? Je ne sais pas. Et elle me donnait des fessées avec la brosse côté bois quand c'était pas grave, mais quand c'était grave avec le côté poil. Et ça, je peux vous dire, c'est un peu douloureux. Le personnage Jean d'Ormesson, vous savez que tout le monde se jettera sur ces passages parce qu'il y a une curiosité de vous. Hein. Il y a des articles de presse sur la mode Jean d'Ormesson, les magazines de mode regardent comment vous êtes habillé, comment vous parlez, votre manière de respirer les mots. Cette fascination, comment vous l'expliquez? Alors écoute, je vais vous dire très simplement, je suis peut-être devenu une espèce de marque, un peu comme Schweppes ou comme Coca-Cola. Et il y a eu un article dans l'Express il y a quelques années où on disait oui, d'accord, il est devenu une espèce d'icône, mais est-ce que c'est encore un écrivain? Et ça m'avait, vous savez, ça m'avait beaucoup ému. Un écrivain n'a pas besoin d'être trop connu, et être trop connu pour un écrivain est plutôt mauvais signe. Je donne souvent l'exemple de Stendhal. Il y avait 3 personnes à l'enterrement de Stendhal. Les écrivains qui étaient connus, c'était Eugène Sue, c'était Poussin du Terrail, et Flaubert, Stendhal, Baudelaire étaient très peu connus. L'exotisme de Jean d'Ormesson, ça participe beaucoup de cette fascination. Hein. L'enfance dans les châteaux, vous avez dit quelque part, certains ont une jeunesse trotskiste, moi j'ai une jeunesse dans les châteaux. Ça apparaît là dans toute sa dimension. Hein. Oui. Une vie dans une élite intellectuelle. Vous décrivez ces repas de famille où on ne parle pas de la pluie et du beau temps, mais de l'actualité, des lectures, des philosophes. Ça, c'est un héritage extraordinaire, franchement. Écoutez, c'est amusant parce que, évidemment, du côté de ma mère, c'est une famille très catholique, très conservatrice et franchement réactionnaire. Du côté de mon père, c'est une famille un peu janséniste. Mon père était très sévère sur les mœurs, très très sévère. Et il était plutôt à gauche politiquement. Il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un chrétien de gauche. Il y avait un mouvement qui s'appelait le Sillon. Il était un peu de cette tendance-là. Il aurait été très content avec le pape François. Avec en même temps un sens de l'élégance, des convenances, vous dites le respect du milieu, s'habiller comme il faut pour telle heure du jour, éviter certaines vulgarités, ne pas dire 16 heures, dire 4 heures. Vous mettez le doigt dessus. Il a été nommé ambassadeur par Blum. Il était donc ambassadeur du Front populaire. Et il n'aimait pas qu'on attaque le gouvernement. Il n'était pas socialiste, mais il n'aimait pas qu'on attaque le gouvernement qui servait. Et en même temps, il était très conservateur par les mœurs. Et il y avait quelque chose qui comptait beaucoup pour lui, c'était le milieu. C'est quelque chose qui a entièrement disparu. Le milieu, c'était une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de parler. En effet, on ne disait jamais 22 heures, c'était 10 heures du soir. On avait le droit de dire merde, mais on n'avait pas le droit de dire mince. Ou dire connard.
Connard, vous le pratiquez. Connard, on pouvait dire connard. Ouais. D'ailleurs, c'est un mot que j'emploie souvent. Mais on ne pouvait pas dire ce midi, par exemple. Vous pouvez dire ce soir, mais pas ce midi. Il y a de très belles pages de vous dans ce livre sur la sauvagerie originelle qu'il y a dans la société sous cette couche d'infinie politesse. Le téléphone sonne, c'est les amis, vos premiers amis qui vous appellent. Vous avez 20 ans ou un peu moins. Et votre père se jette sur le téléphone et vous dit qu'il y a une sorte de course vaguement sexuelle, oui. de compétition. Mais oui, il faut que je vous dise que j'avais 19 ans ou 20 ans. J'étais normalien. J'étais sur le point de devenir agrégé. J'étais un homme. Et si mon père se précipitait sur le téléphone et entendait une voix de femme, il me demandait, qu'est-ce que vous lui voulez encore? Ce qui était quand même pas très agréable pour mes petites amies. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup marqué, sûrement. Il y a la litanie des personnes que vous avez séduites, des personnes que vous avez tenté de séduire, il y a les chagrins amoureux. Vous avez beaucoup séduit, Jean d'Ormesson. Séduisez aujourd'hui les téléspectateurs ou les lecteurs. Vous racontez les maîtres homosexuels qui vous courent après de manière assez comique quand vous êtes normalien ou autre. Oui. Alors d'abord, je n'ai jamais séduit personne, mais j'ai été énormément séduit. Personne n'a été aussi enlevé que moi depuis la guerre de Troie. Et je me suis laissé enlever. Et évidemment, vantons-nous un peu. Peut-être que j'ai plu à certaines femmes, mais j'ai plu aussi à certains hommes, certainement. Je raconte 2 ou 3 histoires avec un professeur de philosophie que j'aimais beaucoup, qui était un professeur très important, qui avait introduit Heidegger en France, qui s'appelait Beaufray. Tous les philosophes connaissent Beaufray. Et Beaufray avait sûrement un faible pour moi. Je me rappelle qu'il était très direct, vous savez. Il savait que je n'étais pas... J'aime beaucoup les homosexuels, mais je ne le suis pas personnellement. Et il me disait avec beaucoup de simplicité, c'est pas parce que je t'enculerai 2 ou 3 fois que tu deviendras pédéraste. Et 2 ou 3 fois, ça me paraissait déjà beaucoup. Le désir, vous racontez le premier désir d'une femme sur vous, vous êtes dans le bus, Oui. Et puis c'est une camarade de promotion, et vous ne comprenez pas ce qu'elle vous veut d'abord. Le désir, qu'est-ce que vous voulez, c'est la clé. C'est la clé de ce monde. Dans cette compétition entre moi et votre surmoi, le moi se révolte. Oui. Et ça, c'est très vous, la liberté. Oui, voilà. Vous mettez aussi le doigt dessus. À la fin, le surmoi m'exaspère. Le surmoi, c'est un magistrat, c'est l'autorité, c'est la solennité. C'est tout ce que je déteste, n'est-ce pas? La pompe. S'il y a quelque chose que j'aime, c'est la spontanéité. Vous avez de belles formules sur le fait que vous n'avez jamais aimé dominer, ni être dominé, ni commander, Écoutez, ni être commandé. Je n'ai jamais été dominé et je n'aime pas dominer. J'ai reçu très peu d'ordres et je n'aime pas recevoir des ordres. C'est votre côté libéral dans l'âme. Vous êtes libéral en politique, très libéral, et très libéral aussi dans la vie, à vrai dire. Parce que sous l'aspect convenable, j'y reviens, vous ne jugez pas beaucoup. Il y a des personnages gris qui vous ont beaucoup plu. Un Mitterrand, un Robert Hersan oublié aujourd'hui, mais personnages un peu cyniques, un peu amoureux, vous ont bien plu. Oui, alors, oui, c'est vrai, j'ai aimé des gens qui étaient très loin de moi. J'ai beaucoup aimé Mitterrand, qui était socialiste et avec qui je me suis évidemment très bien entendu. Hersan, qui a été le propriétaire du Figaro, son nom ne dit plus grand-chose aux générations aujourd'hui. C'était à peu près le nom d'Hersan. Dans les années 70, à la fin des années 70 et 80, c'était un peu l'équivalent de Le Pen aujourd'hui. C'était comme un pestiféré et c'était un cynique et quelqu'un qui était un côté voyou, mais qui était assez attachant. Vous avez 90 ans, 90 ans. Alors, certains disent les adieux, etc. Ça ne sent pas du tout ça. On retrouve presque un Jean d'Ormesson un peu coq, un peu offensif, qui existait il y a quelques décennies. Écoutez, c'est un livre qui est, je pense,
une image de liberté. Vous avez parlé de libéral, ça prouve comme je suis arriéré. Les libéraux aujourd'hui, ça n'existe presque plus. De tous les côtés, on réclame l'autorité, une certaine forme de force, peut-être de la violence. Évidemment, je suis de la famille des libéraux, de la tolérance. J'ai des amis à droite et à gauche. À droite et à gauche, vraiment. Et je suis lié avec Mélenchon et je suis lié avec beaucoup de gens de l'Action française. Et il me semble que la littérature, d'ailleurs, Mitterrand était de mon avis, se situe très au-dessus de la politique. La liberté, de vivre la liberté du ton, la conversation. Chez vous, c'est un art de vivre très ancien. On parlait de la table familiale où on parlait des événements du monde. La conversation, l'anecdote, mais aussi la philosophie, ça passe par là. Le dialogue, c'est essentiel pour vous. Écoutez, je crois que j'ai quelques réputations, quelquefois, qui sont un peu exagérées. J'ai la réputation d'avoir une très bonne mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. Je me souviens de ce que j'ai lu, mais le reste, j'oublie beaucoup. On croit que j'ai beaucoup de lecture. À côté d'hommes comme Fumaroli, Paul Venn, Lévi-Strauss, Edgar Morin, Jankélévitch, je n'ai presque rien lu. Et enfin, qu'est-ce que vous disiez? La conversation. Il y a un mot extraordinaire d'un examinateur. Vous passez un examen. Audez-vous qui aimez tant la conversation. Mais vous savez, je ne suis pas très bon dans la conversation. Je ne suis pas très bon. Je me rappelle, il y a un écrivain n'est pas fait pour parler. C'est parce qu'il y a la télévision qu'on croit qu'un écrivain est fait pour parler. Je cite souvent l'exemple de Marcel Aimé, qui était un écrivain merveilleux, et il parlait très très peu. Et dans un dîner parisien, la dame qui est à côté de lui dit: Monsieur Aimé, je connais votre réputation, j'ai parié avec mon mari que je vous arracherai plus de 3 mots. Et il répond: vous avez perdu. Et bon voilà, je crois qu'un écrivain... vous vous démentez vous-même, parce qu'évidemment, vous avez l'air de la conversation. Il y a ce moment extraordinaire quand vous passez un examen, l'examinateur vous dit c'est bien, c'est très bien, mais on dirait que vous avez une tasse de thé devant vous. Vous passez l'examen avec une tasse de thé comme si c'était au salon. Ça, c'est vous. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un côté de reproche. Je me rappelle quand j'ai été reçu à l'agrégation. D'ailleurs, j'ai été reçu à l'agrégation. Tous ceux qui nous regardent et nous écoutent connaissent probablement le nom d'Édouard Baird, qui est un très très bon acteur actuel. Et j'étais très lié avec le père d'Édouard Baird, et il avait dit tu n'as pas été reçu par faveur, non, tu as été reçu par erreur. Enfin, j'ai quand même été reçu, mais je me rappelle que le président du jury d'agrégation, qui était un grand philosophe qui s'appelait Canguilhem, m'avait dit c'était bien votre oral. Mais on avait un peu l'impression que vous aviez une tasse de thé devant vous. Cette tasse de thé elle a vous a longtemps poursuivi. Il faut vous lire Jean d'Ormesson, parce qu'il y a ces anecdotes, il y a des moments extraordinaires, il y a le canular, tradition normalienne, on vous pousse dans un train tout nu. Ils m'ont déshabillé, ils m'ont roulé dans une couverture et ils m'ont jeté dans le train direct à la gare de Lyon pour Dijon. J'étais complètement nu. Ils avaient repris la couverture et poussé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis caché dans les toilettes. Et alors les gens frappaient à la toilette, c'était affreux pour eux. Et puis il y a un contrôleur qui est arrivé, qui a ouvert la clé, qui a été étonné de me trouver tout nu, et il m'a prêté sa casquette, et je suis descendu à Dijon en tenant ma casquette comme une feuille de vigne sur les statues antiques. Vous avez bien vécu, Jean d'Ormesson, quand on vous lit, les voyages. Vous n'avez pas tout raconté, mais vous avez travaillé à l'UNESCO pendant longues années, votre père diplomate. Vous avez fait le tour du monde, plusieurs fois, dans tous les sens. Vous avez rencontré les plus grands esprits, vous avez beaucoup ri, beaucoup pleuré aussi, à des scènes d'une très grande tristesse. Il y a une phrase extraordinaire, vous dites « La vie est passée comme un week-end ». Oui, c'est vrai. D'abord, j'ai beaucoup voyagé parce que mon père était diplomate, donc j'ai été en Allemagne, j'ai été en Roumanie, j'ai été au Brésil. Ensuite, j'ai entré à l'UNESCO, qui m'a envoyé un peu
partout. Et je me rappelle des voyages inouïs dans l'Afghanistan d'alors. J'ai vu des choses qui n'existent plus, qu'on ne trouve plus que dans les livres. J'ai vu, par exemple, en Afghanistan, les magnifiques Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans. J'ai vu en Syrie le temple de Palmyre qui est en train d'être détruit. Et tout ça a tourné dans ma tête et c'est à l'origine d'un de mes livres qui s'appelle La gloire de l'Empire, qui est une espèce de grande épopée de l'humanité. Et évidemment, j'ai rencontré un certain nombre de gens et je raconte des anecdotes parce que l'anecdote est un peu méprisée aujourd'hui et je reconnais que ce n'est pas un très grand genre, mais souvent ça donne une image de l'époque à laquelle on a vécu. Le jeu des générations, vous admiriez infiniment vos parents, vous le racontez, ça n'a pas empêché que vous êtes révolté, vous vous racontez de manière très belle, vous avez eu des remords après coup, hein, parce que même contre ce père dont vous parliez, que vous admiriez tellement, vous avez parfois été injuste, et vous dites c'est le jeu des générations, vous citez Zweig, hein, qui dit c'est la nature qui veut ça, hein. Il faut se lever contre ses parents. La nature oblige les enfants à se révolter contre les parents. C'était très particulier. C'était très difficile de me révolter contre mes parents, que j'adorais, qui étaient la tendresse même, et qui étaient très libéraux. Si je suis libéral, c'est que mes parents étaient libéraux, sauf pour les mœurs. Hein. Ça, pour les mœurs, non. Mais enfin, ils étaient très libéraux pour les opinions, et différentes aventures que je raconte dans le livre ont fait que mon père est certainement mort en pensant que j'étais un voyou, un bon à rien, qui aimait les voitures, qui aimait les chemises, qui était perdu par les femmes. Et il est mort en pensant que j'étais un voyou. Et ça a été pour moi un déchirement, sûrement. Et vraiment, si je suis entré à l'Académie française, si j'ai été directeur du Figaro, si je suis entré à l'UNESCO, c'était pour montrer à mon père que moi aussi, je pouvais entrer dans les institutions. Aujourd'hui, 90 ans, les choses sont arrivées tard, hein. Vous racontez que c'est à 50 ans que vous êtes vraiment devenu écrivain comme vous pouviez le rêver. Tout est arrivé assez tard. Aujourd'hui, vous avez l'air plus jeune. Beaucoup le disent. Hein. D'abord, tout est arrivé très tard. Non seulement j'ai commencé à écrire à 30 ans, mais je n'ai connu un peu de succès littéraire qu'à 50 ans. Ma vie sexuelle a commencé très très tard. Je n'ose pas vous dire à quel âge. Probablement parce que j'ai été tenu par mon père. Hein. Et j'ai fait tout ça un peu trop tard. Et j'ai été un adolescent assez... Quand on repasse des films, quelquefois, où j'ai 20 ans, je me trouve insupportable. C'est pas que je sois sympathique maintenant, mais c'est quand même mieux que quand j'avais 20 ans. Et peut-être en effet que à 90 ans, je suis un peu réconcilié avec ce monde qui m'avait paru si dur. Et souvent, je pense aux jeunes gens et je me dis... à 20 ans, je trouvais le monde très dur. Et non seulement j'étais fonctionnaire à 19 ans, j'étais payé, donc j'étais tranquille, mais le chômage, quand j'avais 18 ou 20 ans, était à 0,5%. Alors je pense à ce que doit être la vie des jeunes gens aujourd'hui. Ce qui n'est pas arrivé tard, c'est la littérature. Vous avez lu, vous racontez l'histoire de vos lectures de Petsy à Homère. La lecture, ça a été le fil conducteur de toute votre vie. Aragon, le titre est tiré de lui. Hein. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est peut-être parmi les plus beaux vers de la littérature. Écoutez, pour que ceux qui nous écoutent ne perdent pas entièrement leur temps, je peux dire ceci. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent,
la lumière, rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Ça, c'est quand même quelque chose, vous savez. C'est Aragon que j'ai admiré à la folie, qui était communiste, surréaliste, révolté, et qui est un immense écrivain. Merci Jean d'Ormesson, on vous lira. Bonne année. Bonne année à vous et à la Suisse.